émission des innovations, nous sommes en direct sur le plateau TV de Polytech Horizon 2013. J'ai le plaisir de vous retrouver avec mon compagnon depuis plusieurs années, Alain Delamette, le directeur des innovations de Polytech, un ancien du ministère, de l'ADEME, qui a beaucoup travaillé pour l'environnement. Bonjour Alain. Bonjour Georges. Alors voilà, nous sommes lancés dans une série d'émissions, de grandes émissions innovation. Le but du jeu, on va l'expliquer en quelques mots, c'est finalement de mettre en avant des innovations qui ont été déclarées à Polytech Horizon et qui sont véritablement innovantes. Alors, on fait la part des choses, bien sûr, entre les innovations que nous recevons sur ce plateau et puis les autres. Il y a un choix, une sélection, un tri. Quel est le critère que vous utilisez pour justement sélectionner nos invités ? On essaye de trouver les véritables innovations parce qu'il y a souvent des nouveautés mais qui ne sont pas des véritables innovations. C'est ça, c'est le critère. D'accord. Alors aujourd'hui, grande émission innovation dans le domaine de l'énergie. On parlera aussi de l'air, recyclage, valorisation. Nous aurons plusieurs rendez-vous pendant cette semaine. Présentez-moi d'abord les invités que vous avez réunis. Alors, tout d'abord, vous avez la société Réuniwatt. Qui est une très jeune entreprise qui est basée à La Réunion, et la société Cogebio, qui est également une très jeune société qui s'occupe de brûleurs, de gazéification de la biomasse. Alors l'énergie, bien sûr au cœur de tous les débats avec la transition énergétique qui est poussée par tous les feux, dirons-nous, et sans mauvais jeu de mots, par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on peut noter de spécial en termes d'innovation dans ce domaine et surtout, quelles sont les recherches en cours actuellement dans ce secteur ? Bon, alors là, les recherches en cours, elles sont multiples, hein, parce que alors, ce qu'il faudrait tout d'abord noter, c'est que dans toutes les innovations, dans tous les matériels que l'on voit à l'intérieur du salon, un des critères, disons, commercial, c'est l'économie d'énergie. Tout le monde essaye de faire des économies d'énergie, c'est indéniable. Et on essaye de plus en plus de repenser à la conception des équipements via ce qu'on appelle l'éco-conception. Et l'éco-conception, il y a une quinzaine d'années, c'était surtout la réduction des déchets. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. C'est une remise à plat des équipements, des procédés. On a vu dernièrement parmi les laboratoires de recherche publics qui ont eu le prix des techniques innovantes pour l'environnement, des recherches sur l'éco-conception, les nouvelles conceptions de fabrication d'hétérocycles pour la chimie et qui permettent de réduire les consommations d'énergie et les consommations de matières premières et moins de déchets. Et on le verra d'ailleurs dans une émission qui va être consacrée justement à la chimie. Oui. Alors ici, par exemple, une société, il y a plein de gisements d'économie d'énergie. On a une société ici qui fait non pas des broyeurs, mais qui compacte des ferrailles, des choses comme ça. Il faut des moteurs extrêmement puissants, 150 kW. Bon, 150 kW, mais lorsque vous comprimez la ferraille, vous mettez pas toute la puissance. Et avant, ils mettaient toute la puissance. Bon. Et ils se sont dit, pourquoi mettre 150 kW en permanence ? Ils ont mis 2 moteurs de 75 kW avec une bonne régulation. Et vous savez combien ils économisent d'énergie ? 40% d'économie d'énergie. Donc il y a un gisement très très important. Alors, les recherches, elles sont multiples et notamment dans le secteur de l'habitat et du tertiaire. L'habitat, par exemple, c'est l'isolation par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Parce que l'isolation par l'extérieur, on risque d'avoir, moi, c'est mon avis, dans le futur, des petits problèmes parce que la mise en œuvre n'est pas forcément très très bien et les matériaux utilisés risque d'être humide dans le temps, c'est pas si évident que ça. Donc une des voies, c'est l'isolation par l'intérieur. Et il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Alors on sait, et vous le disiez, et je vais me tourner maintenant vers Stéphane Signoret de Énergie Plus, on le sait, vous en parliez, l'ambition c'est de diviser par 2 la consommation d'énergie dans l'habitat. Ça paraît assez
simple, entre guillemets, à faire, parce qu'il y a énormément de travaux de réhabilitation, de rénovation à mener, mais c'est une priorité et c'est aussi pour l'emploi une très très bonne chose. Mais qu'en est-il, Stéphane, du secteur industriel, qui est beaucoup plus compliqué, je dirais, à faire bouger, dans la mesure où on a de multiples sites, des entrepôts, des usines qui sont très grandes, qui ont été construites il y a peut-être plusieurs dizaines d'années. Alors qu'en est-il justement dans le secteur industriel, au-delà, et je termine avec ce point-là, au-delà de l'économie d'énergie sur, par exemple, les moteurs, sur l'opérationnel, des bâtiments, par exemple, qu'en est-il ? Alors c'est vrai que l'objectif global c'est divisé par deux en fait sur tous les secteurs. Oui, bien sûr. Donc l'habitat compte pour beaucoup et le transport aussi, on l'oublie souvent. Et l'industrie va participer de cet effort bien sûr. Alors évidemment l'industrie elle a cet avantage qui est aussi un inconvénient, c'est que ça fait plusieurs années, 20, 30 ans, qu'elle fait déjà des efforts pour augmenter son intensité énergétique. C'est-à-dire que pour la même quantité d'énergie fournie, elle va produire plus de produits, plus de matériel ou plus de services. Néanmoins, il y a un potentiel important et l'exemple qu'a donné Alain est tout à fait pertinent. L'ADEME a fait un scénario prospectif sur 2030 et 2050 où elle a chiffré le potentiel possible et elle a montré que l'industrie pouvait faire un effort significatif. Donc aujourd'hui, actuellement, elle consomme à peu près 36 millions de tonnes équivalent pétrole, l'industrie. Elle pourrait passer à 33 en 2030, ça fait un petit effort déjà, et à moins de 27 en 2050. Ça fait une diminution quand même de 27% en global donc sur cette échéance 2050 pour l'industrie, et c'est pas rien. Mais par contre, c'est très hétérogène. On a des secteurs comme l'industrie lourde qui concentrent quasiment, alors je ne sais plus le chiffre, je crois près de 50% du potentiel d'économie d'énergie. Donc là, il va y avoir des choses très différenciées que les industriels vont devoir faire et qui vont passer par 3 types d'actions. On va avoir des actions complètement organisationnelles, j'y reviendrai peut-être si vous voulez, mais c'est tout ce qui est management de l'énergie. Il va y avoir l'utilisation des technologies performantes qui existent déjà. Alors vous citiez effectivement les moteurs qui sont en partie pilotés par un changement de réglementation et où il est nécessaire de faire appel à des systèmes plus économes. Et puis il y a les solutions innovantes. Alors l'ADEME, dans ce qu'elle a chiffré, évalue que le potentiel d'économie qu'on pourrait avoir par les solutions innovantes est de 5%. Alors qu'il va être de 13% pour les technologies déjà existantes. Mais quand même, 5%, c'est pas rien. Donc il faut aller dans ce sens. Et puis là, après, toutes les portes sont ouvertes. Effectivement, il y a une partie bâtiment, isolation, mais qui est beaucoup plus difficile pour les industriels, parce que les temps de retour sont beaucoup plus longs. Et forcément, ils ont une vision plus court-termiste. Souvent, un investissement qui va se rentabiliser en plus de 3 ans, c'est difficile de le faire passer. Par contre, il y a des solutions dans le froid, on l'a dit, sur les moteurs, et sur la gestion, le pilotage très fin de toutes les consommations qui est vraiment intéressant. Donc, si je résume, c'est plutôt dans les procédés et les utilités qu'on va plutôt faire des économies d'énergie significatives. Clairement, c'est quand même le cœur de la consommation d'énergie dans l'industrie. Ce sont les process et les utilités. Je peux citer par exemple l'exemple dans le froid. Le froid, c'est quand même un poste de consommation très important en France. C'est au moins 10 TWh juste pour l'industrie et 25 TWh dans le tertiaire, parce qu'il y a toute la climatisation, le froid commercial. Et là-dessus, le gisement d'économie qui a été par exemple chiffré par le CEREN est d'environ 5 TWh juste pour l'industrie. Donc c'est pas rien. Et dans le froid, par exemple, il y a un pilotage très fin. Alors je donne un exemple, une société qui s'appelle Mondelez France, qui est l'ancien Kraft Foods, j'arrive pas à le dire, qui a notamment un site sur lequel ils font les chewing-gums Hollywood. Donc il y a pas mal d'usages de froid. Et ça montre bien que ça peut être à la fois un mélange de réglementation, d'opportunités de changement de matériel et puis aussi après d'utilisation de solutions innovantes. Alors ce qu'ils ont fait, ils avaient un problème, ils devaient changer le fluide frigorigène de leurs installations qui était du R22. Là il y a des réglementations qui obligent à changer. Et donc dans l'idée de reconfigurer et d'optimiser leur système, en fait ils n'ont pas changé tout le matériel, ils ont utilisé une partie existante, ils ont reconfiguré leur système hydraulique, leur système de distribution de froid. Et ils ont fait appel à un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Barreau Recherche, qui lui avait développé depuis 3-4 ans une solution innovante de pilotage. Et du coup, tout ça mis bout à bout, avec bien sûr un audit énergétique en amont, a fait qu'ils ont gagné 27% sur la consommation du groupe de froid et 26% sur tout ce qui est pompage et ventilation. Donc pour une industrie comme ça, c'est énorme. Chaque année, ça se chiffre en presque 100 000 euros d'économie, je crois.
Alain, donc vos deux invités, Cogebio et Reuniwatt, qui présentent une innovation significative, dirons-nous, dans le domaine des économies d'énergie. Oui, alors sur la gestion de l'énergie. Alors tout d'abord Reuniwatt. Alors Reuniwatt, comme je vous l'ai dit, très jeune société qui était lauréate du concours national d'aide à la création de technologies innovantes en 2013. Eux proposent un système d'optimisation de petits réseaux électriques et l'application c'est directement à La Réunion. La Réunion, on sait bien qu'il y a des problèmes parce qu'il y a grosse centrale, petite centrale qu'il faut mettre en route, plus du photovoltaïque et tout ça, il faut coupler tout ça. Et ce qu'ils réalisent avec leur système, c'est une optimisation du stockage, un dispatching optimal, et puis, il faut dire, un équilibrage de la fréquence. Parce que si vous avez 47 Hz, votre téléviseur il saute, etc. Voilà. Alors, Monsieur Schmutz, qui est président donc, de Reuniwatt, parlez-moi effectivement de votre innovation. En fait, il s'agit d'un brûleur biomasse. Hein. Non, c'est... Ah, Reuniwatt, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est effectivement une innovation qui concerne le fonctionnement des réseaux électriques. Voilà. Tout à fait. Donc, merci pour votre invitation. Donc, effectivement, Reuniwatt est basé à La Réunion. La Réunion a beaucoup d'avantages pour les énergies renouvelables. C'est le laboratoire des énergies renouvelables. On a énormément d'ensoleillement, plus qu'en métropole, plus qu'ici aujourd'hui. On a une énergie de base qui coûte très cher et donc une belle opportunité pour développer massivement les énergies renouvelables. Donc, les premières centrales photovoltaïques en France ont été faites à La Réunion. La première centrale photovoltaïque de 1 MW, Crête, en France, était faite à La Réunion. Si bien que dès septembre 2011, nous sommes le premier territoire au monde à avoir atteint le seuil de 30% d'énergie intermittente dans le mix énergétique. C'est-à-dire qu'à midi, un week-end, quand la charge industrielle est beaucoup plus faible, à midi, quand le soleil est à son zénith et un jour où il y a du vent, alors 30% de la puissance tournante est d'origine intermittente, éolien et photovoltaïque. Dans ces conditions, le réseau électrique est à risque. Donc nous avons identifié ce problème très en amont et donc nous avons développé notre outil baptisé Soleka, qui est un outil d'aide à la décision pour la prévision de la production photovoltaïque. C'est un outil breveté. L'objectif, c'est de prévoir qu'est-ce qu'on va produire demain, à G+1 pour la planification, qu'est-ce qu'on va pouvoir produire cet après-midi pour mieux dimensionner et piloter les stockages stationnaires d'énergie, qu'est-ce qu'on va produire dans la prochaine demi-heure pour aider le dispatching ou aider les agrégateurs Smart Grid à mieux piloter le réseau et à s'assurer qu'à chaque instant, pour le dispatching, la production est égale à la consommation, et pour l'agrégateur Smart Grid, que la consommation est égale à la production. Voilà, donc on a 3 horizons temporels, plusieurs mailles géographiques. On va travailler à la maille de la centrale photovoltaïque, donc en micro, à la maille d'un poste source ou d'un département, en méso, et à la taille d'un continent, en macroscopique. Alors, bon, ça c'est un exemple qui est sur La Réunion, mais on peut imaginer effectivement que dans le secteur de la ville durable et des écoquartiers où effectivement les smart grids prennent beaucoup d'importance, vous ayez aussi cette application, cette solution puisse effectivement être déployée. Est-ce que vous avez par exemple des contacts avec des opérateurs ou des collectivités locales qui se lancent dans les démarches d'écoquartiers ou de villes durables, de réaménagement de villes ? Tout à fait. Donc, Reuniwatt est un projet qui est labellisé par 2 pôles de compétitivité, Cap Énergie et SDE2. SDE2 qui est très proche des usages du bâtiment et des villes intelligentes. Donc, nous discutons effectivement aujourd'hui avec des collectivités. On avance pour des nouveaux projets collaboratifs, pour effectivement avoir une gestion plus intelligente de l'énergie. Donc, on est sur les réseaux électriques intelligents, sur les smart grids, sur la partie software, donc on appelle les soft grids. Donc, oui, quels sont les freins finalement à ce genre de gestion, de planification de la consommation électrique ? Donc le frein, c'est déjà une prise de conscience des enjeux. Nous, à La Réunion, comme je vous ai pu vous expliquer, on a 30% d'énergie intermittente, tandis qu'en France métropolitaine, on en est loin. On en est très loin. Donc les enjeux n'ont pas encore été clairement identifiés. Ils ont dû être identifiés aussi également en Allemagne. Il y a des directives européennes et des codes réseau européens qui l'ont identifié. Le temps que ça percole dans un code réseau national, on arrivera. Donc il faut une réglementation qui identifie, facilite, avec la carotte et le bâton, soit un incitatif clair ou une sanction s'il n'y a pas de forecasting. Donc c'est effectivement un cadre réglementaire qui permettra de voir émerger ces solutions. Maintenant, à très court terme, il y a clairement
des gains financiers immédiats pour l'opérateur réseau. Concrètement, sur un dernier exemple, sur l'exemple de la prévision au lendemain, à J+1. Tous les jours, vers 16 h, l'opérateur réseau reçoit sa courbe de charge du lendemain. Donc il fait sa planification des moyens de production, il fait son merit order pour prendre l'énergie la moins carbonée, donc en métropole du nucléaire, de l'hydraulique s'il y a de l'eau dans les lacs et qu'il n'y a pas de touristes, en montagne. Et puis ensuite il construit au fur et à mesure avec une énergie qui coûte de plus en plus cher en carbone. Donc deux choix pour l'acheteur. Soit il va dire demain je n'ai pas d'ensoleillement, donc il fait son mix sans photovoltaïque et il fait beau. Il a du soleil avec une obligation d'achat. Donc il a cette énergie photovoltaïque qu'il est obligé de prendre, mais il a également acheté en take or pay une énergie autre du charbon qu'il a payé. Donc il a acheté trop d'énergie qu'il a payé, du coup sa facture est alourdie. Si à l'opposé, il a prévu qu'il y aura un grand soleil alors qu'il y a des nuages noirs, il a moins d'énergie qu'anticipé et au dernier moment il doit aller sur le marché spot. Et donc au lieu d'acheter énergie 1, il achète 40. Donc dans les deux cas, il y a une sanction financière immédiate. Mais maintenant, comme on a pu le voir, à très court terme sur le marché métropolitain, les enjeux n'ont pas encore été tout à fait perçus. Pour aller un petit peu plus loin, bien évidemment, on est obligé de parler de l'énergie produite par la biomasse. Est-ce que, par exemple, sur des systèmes de méthaniseurs, votre système de planification pourrait aussi jouer son rôle, sachant qu'on a, dans ce cas-là, souvent des problèmes de visibilité sur la production. On n'a pas une production qui est forcément étale. On a des difficultés de stockage. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire rentrer dans votre scope, effectivement, l'énergie produite par la biomasse ? Oui, mais justement... Tout à fait. Donc, effectivement, il y a une notion derrière de stockage d'énergie. Au biogaz. Donc, sur le biogaz. Donc, il peut y avoir des gazomètres. Donc, nous, en zone cyclonique, c'est un petit peu compliqué en zone cyclonique de stocker le biogaz, mais j'imagine que nos amis de Cogebio en parleront avec plus de pertinence que moi-même. Et donc, effectivement, sur notre prévision H+6, ça va permettre de mieux gérer le stockage, savoir qu'est-ce qu'il convient d'envoyer directement sur le réseau, qu'est-ce qu'on vient de mettre dans le stockage pour donner la meilleure valeur au kilowattheure, qu'il soit photovoltaïque ou au kilowattheure stocké, pour avoir la meilleure valeur pour la collectivité. Donc Alain, la planification, l'anticipation, la prévision est aussi importante finalement que la technologie. Tout à fait. D'ailleurs, les Allemands ont, il y a je crois 2 ans, bu le bouillon pour certaines sociétés sur l'éolien. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas ce type de prévision. Et ils ont été obligés de mettre les éoliennes pour tourner à ne rien faire, alors que c'était une énergie fatale. Hein. Et ils continuaient à produire de l'électricité via le charbon et des turbines à gaz. Alors, s'ils avaient eu ce type de système, ils auraient pu économiser pas mal d'argent. Merci d'être venu sur le plateau de Pollutac Horizon. Alors, je vais vous laisser maintenant avec Étienne Lebas, le PDG de Cogebio. Et là, on parle effectivement bien, cette fois-ci, du brûleur biomasse. Il s'agit d'un brûleur biomasse. Alors, biomasse plaquettes séchées avec un certain taux d'humidité, tout type de bois, y compris même des mélanges avec du maïs. Bon, il faut le savoir. Et donc, on produit un gaz de synthèse, qui est un gaz pauvre, et la société Cogebio a donc imaginé et a mis en place un système de brûleurs et de gazéifieurs qui sont en fait non pas une innovation mais 2 innovations. Monsieur Lebas. Oui, bonjour, donc merci pour votre invitation. Donc effectivement, notre marché, c'est la substitution des énergies fossiles dans l'industrie et dans le chauffage collectif. Pour ça, nous avons développé un brûleur qui s'adapte sur les équipements existants qui fonctionnent actuellement au gaz naturel, au fioul ou au propane. Et nous remplaçons ce brûleur par un brûleur Gas Clean, c'est le nom de l'innovation, qui peut fonctionner avec le combustible fossile, mais également avec un gaz de synthèse produit par gazéification de la biomasse. Alors par biomasse, on entend effectivement le bois et on va dire les sous-produits agricoles séchés. Donc l'innovation, elle réside à la fois dans le procédé de gazéification, donc le gazéifieur lui-même, et également dans le brûleur qui accepte le gaz directement à la sortie du gazéifieur sans traitement préalable, chaud, et également de façon alternative ou en mélange un combustible fossile.
Ça, c'est une très grande sécurité pour l'opérateur qui ne sera jamais bloqué par la disponibilité de la biomasse, par exemple, qui pourra toujours se rabattre sur le combustible d'origine. Parce que le constat que vous aviez fait, enfin le constat qui était fait, c'est que ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas fonctionner autrement qu'avec un brûleur à double fonction. Ça ne peut pas fonctionner. Pour être plus vulgarisateur. Non, disons qu'il faut lever les freins à l'utilisation de la biomasse dans l'industrie. Et le fait de dépendre d'un combustible comme la biomasse, c'est peut-être pénalisant. Donc souvent, on va mettre des chaudières à côté de secours. Et dans le cas de cette innovation, justement, on conserve la chaudière existante et on n'a pas besoin d'ajouter de chaudière destinée au secours en cas de problème. Oui, ça change beaucoup de choses. Alain. Ça change beaucoup de choses parce que... Alors, on a des photos là qu'on va repasser d'ailleurs si Caroline veut bien nous les montrer. Oui, ça change beaucoup de choses parce que du point de vue de l'organisation de la chaufferie, vous n'avez plus besoin de dépoussiérage qui est obligatoire parce qu'on sait très bien que chaufferie bois, donc à partir d'une certaine puissance, vous avez été obligé d'avoir une filtration importante. Et là, vous économisez, vous avez pratiquement plus de particules fines, vous avez moins de NOx, c'est un gros avantage. Oui, effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que la combustion du gaz de synthèse fait beaucoup moins de polluants atmosphériques que la combustion directe du bois dans une chaudière classique. En fait, les fumées sont très propres et ne nécessitent aucun traitement. On économise par rapport à l'utilisation d'une chaudière bois conventionnelle l'ajout d'un électrofiltre ou d'un filtre à manche. Quel est votre marché ? Alors notre marché, c'est clairement le chauffage industriel ou collectif, donc des installations de 400 kW jusqu'à 5 MW. Vous êtes installé à quel endroit ? Alors, nous sommes basés à Lyon et nous fabriquons localement sur place à Lyon. D'accord, donc aujourd'hui, présentez, parce que c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est de voir comment vous allez sur vos marchés. Vous présentez vos solutions d'abord aux industriels, puis éventuellement à des bailleurs sociaux ou à des communautés d'agglomération. Comment ça se passe concrètement en termes de prospection commerciale pour convaincre qu'effectivement votre solution permet de développer une solution alternative en termes d'énergie sans avoir à conserver une chaudière de secours, comme on dit. Alors aujourd'hui, très clairement, notre prospection commerciale, elle va plutôt vers l'industrie, vers les gros consommateurs de chaleur que sont les industriels, car ils ont une utilisation continue de la chaleur. Et comme l'investissement dans un système de chauffage biomasse est coûteux en investissement, donc il faut pouvoir le rentabiliser sur une utilisation relativement longue dans l'année de l'équipement. Merci beaucoup Stéphane. Un commentaire sur ces deux innovations pendant que vous allez laisser votre place aux représentants d'Ariamis qui vont nous rejoindre pour eux aussi présenter leur innovation. Stéphane, merci beaucoup. Deux commentaires très simples. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que du coup on a deux exemples très différents. On a un côté thermique avec le gazéificateur de Cogebio qui montre qu'il y a une diversité de solutions qui peut s'adapter aux différents profils des industriels, des clients en fait. L'important c'est de pouvoir s'adapter. Et puis avec RéuniWatt, on est sur une problématique cruciale sur la production d'électrique renouvelable et la prévision. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même derrière une gestion de données très importante parce que la météo, que ce soit au niveau satellitaire, local, voire très local maintenant avec des caméras, fait beaucoup de progrès et ça permet d'arriver à cette finesse de prévision qu'ils peuvent faire. De nouveaux invités sur ce plateau, messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. La société Ariamis, qui est représentée par Mokhtar Mostefaoui, qui est le gérant, et puis Alain Leclerc, qui est le directeur du département gaz chez Ariamis. Alain, en deux mots. Oui, pardon. Oui, il n'est pas là. D'accord. Alors, vous allez vous présenter, c'est plus simple. Allez-y. Oui. Oui, donc je suis la personne qui remplace mon Stefaoui. Je suis Massimiliano Balestreri. Je suis directeur technique de la société. Et vous êtes ? Et moi, je suis Alain Leclerc. Ça, c'est conforme à l'annonce. Donc, je m'occupe du département gaz. Alors Alain, parlez-moi un petit peu de l'innovation d'Ariamis. L'innovation d'Ariamis, c'est l'utilisation du dual fuel. C'est-à-dire,
actuellement, on est dans un monde où on joue sur non plus une énergie, mais plusieurs sources d'énergie. On voit bien avec les véhicules hybrides, électriques, diesel, électrique, essence. Et l'innovation d'Ariamis, c'est d'avoir mis au point un kit que l'on peut mettre sur des véhicules utilitaires légers, sur des camions, pour utiliser à la fois le méthane, ou bien du GPL, ou bien un autre type de gaz, injecté avec le diesel. Bon, l'avantage de ce type de matériel, c'est que de ce type de moteur équipé avec le système d'Ariamis, c'est la pollution. Vous divisez par je ne sais combien les émissions de poussière et vous évitez les émissions de NOx. Parce que avec ce type de matériel, vous n'avez pas besoin dans le futur d'injecter de l'ammoniac comme on semble en parler déjà aux États-Unis. Ça, c'est la solution, hein. Les émissions de NOx sont extrêmement basses. Alors comment concrètement vous ajustez le mélange de carburant? Parce qu'en fait on est sur un véhicule qui est des véhicules utilitaires qui sont hybrides. Comment se passe concrètement le mélange? Comment on passe de l'un à l'autre? Comment on arrive à faire en sorte que ça fonctionne? Alors en fait, on passe pas de l'un à l'autre, on injecte les deux, pas simultanément, mais ensemble. Hein. On part d'un moteur diesel. Hein, sachant que le gaz naturel ne s'enflamme pas tout seul, donc on a deux solutions, soit une bougie sur les technologies qui sont bien connues de transformation d'un véhicule essence, soit on injecte une petite quantité de diesel qui, elle, s'auto-enflamme et va enflammer la masse gazeuse qui est injectée séparément. Hein. Donc on part donc d'un moteur diesel qui a un taux de compression élevé, qui profite aussi de l'utilisation de l'indice d'octane du gaz naturel et qui permet donc d'allumer cette masse gazeuse, cette masse gazeuse qui remplace une grande partie de la masse diesel qui était prévue à l'origine. Alors, il n'y a pas de modification du moteur de base. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Oui. C'est un très gros avantage parce que ça permet de passer de fonctionnement diesel dual fuel à un fonctionnement diesel pur. Et on rajoute un boîtier électronique pour modifier le contrôle moteur qui permet de quantifier exactement la quantité de diesel nécessaire pour faire l'allumage et qui, en fonction de la demande de puissance, contrôle la quantité de gaz injectée. Alors concrètement, on peut essayer, au-delà des gains environnementaux dont parlait Alain il y a un instant, comment on peut mesurer les avantages, les différents avantages de cette solution dual fuel? Alors les différents avantages, c'est la réduction de la pollution, parce que dans la mesure où on a un gaz naturel qui prend la place d'un diesel, provoque beaucoup moins d'émissions, donc une combustion plus froide, donc moins de NOx comme on le disait tout à l'heure, moins de particules, moins de CO2. Et puis on a un moteur qui a une combustion plus contrôlée, donc qui fait moins de bruit, avec moins de dilution dans le moteur, puisqu'on a un carburant gazeux qui ne va pas se diluer, donc qui ne vient pas polluer l'huile. Ah, l'huile, d'accord. L'huile. Il y a en fait, disait M. Leclerc, il y a moins de bruit. C'est un moteur qui fait moins de bruit, et diesel, donc c'est important. Et il y a moins d'encrassement du moteur. Bon. Et l'utilisation de pots catalytiques différents. Tout à fait. Alors,
Selon les transformations qu'on veut faire, on peut aller jusqu'à la modification de la suralimentation qui permet un remplissage optimisé du moteur et puis d'adapter à ce moment-là au méthane le post-traitement par une catalyse 3 voies qui est mieux adaptée à notre carburant méthane. Comment peut-être on pourrait y revenir, comment est née cette innovation bon, ça a été développé chez vous en interne, comment est-elle née, à partir de quel constat, et il a fallu combien de temps pour développer une telle innovation? Alors, en fait, ça fait 2 ans qu'on y travaille, mais ce n'est pas une innovation absolue. Ça existe déjà. Ça existe déjà dans plusieurs pays au monde. C'est déjà vraiment sur le marché. Et il y a en Angleterre, par exemple, déjà des véhicules, que ce soit de poids lourds ou de véhicules utilitaires, qui roulent déjà avec cette technologie. Donc, c'est une technologie disponible. La difficulté consiste à faire fonctionner, comme vous disiez, le gaz et le gasoil dans le bon mélange, dans toutes les conditions d'utilisation. Donc ça, on peut le faire si on maîtrise bien l'électronique. C'est pour ça qu'on parlait d'un boîtier supplémentaire que peut être éventuellement intégré au boîtier de série. Ça dépend des installations. Donc c'est ça la difficulté, c'est ça l'étude. Le pilotage. Oui, c'est le pilotage, c'est le cerveau du système en fait. Le reste, si vous voulez, c'est un grand puzzle où vous achetez, vous prenez des choses, des technologies et des composants déjà existants et vous les adaptez à la situation spécifique. Voilà, donc notre travail a consisté à faire ça, en sachant que nous sommes en fait un PME, un bureau d'études, et donc nous travaillons normalement avec les constructeurs automobiles et les équipementiers automobiles, mais face à la crise, on a dû changer, on a dû diversifier, et on a pensé de faire des projets de ce type-là, c'est-à-dire des projets applicatifs et des propositions concrètes qui vont aider en fait non seulement le marché à nous, des constructeurs, mais vont aider tout le marché, c'est-à-dire les utilisateurs. Alors justement, en quelques mots, quels sont les utilisateurs, quelle est la clientèle pour ce type de moteur? Vous disiez donc c'est uniquement, enfin non pas uniquement, ça part du petit véhicule utilitaire au 3 tonnes 5, ça peut aller beaucoup plus loin sur des chargeurs plus importants? Absolument. Actuellement, ici au Salon Polytech, nous avons dans notre stand un fourgon d'un constructeur national, donc 3,5 tonnes. Mais la technologie en question peut aller beaucoup plus loin, peut aller sous le poids lourd. D'accord. Et ça existe sous le poids lourd. Donc, côté marché, c'est à partir de là jusqu'au poids lourd. Et c'est les constructeurs et tous les utilisateurs, c'est-à-dire les entreprises de transport, les collectivités locales, les entreprises qui ont de gros moyens en fait de transport et qui souhaitent bénéficier et de l'avantage en termes de pollution et de gros avantages en termes économiques. Parce que, oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Ça va donner, bien sûr, quelques coûts d'investissement pour faire la transformation. C'est un projet de transformation. C'est quelque chose que vous pouvez adapter à votre véhicule existant. Ça, c'est important. Et puis, vous bénéficiez, en fait, après l'amortissement de l'investissement, vous bénéficiez d'une réduction sur l'épargne du prix du carburant très importante. Encore un mot, peut-être d'autres projets que vous êtes en train de développer, d'autres projets qui sont en cours? Alors justement, par rapport à cette démarche que nous avons prise de diversification et de projets propositifs, oui, nous avons à l'étude d'autres projets, notamment un projet frégate, on parle du maritime, où c'est toujours le gaz naturel, et c'est l'application, encore une fois, de la technologie dual fuel. Mais là, cette fois-ci, pour effectivement les bateaux. Oui, les bateaux. Pour le maritime. Oui. Oui, pour les bateaux de pêche qui sont actuellement dans des situations économiques difficiles vu le prix du gasoil, ils ont tout intérêt à passer au dual fuel. En 2 mots, le prix de l'investissement à la louche comme ça? Pour de l'application. Mais sur un 3 tonnes 5 par exemple? Là, on peut, sachant qu'on doit encore finir notre développement, ça c'est un démonstrateur, c'est pas... Vous n'avez pas encore, oui, c'est le marketing. On peut penser d'arriver à un kit qui va coûter à l'entour de 5 000 €. 5 000 €. Stéphane Signoret, un commentaire?
Comme je disais tout à l'heure sur la diversité des solutions, dans le transport, c'est très important dans la transition énergétique. Si on veut atteindre nos objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre, le transport, ça va être crucial. Non seulement il va falloir diminuer la part du transport, donc avec plus de mobilité, on va dire hors moteur, et des transports en commun, mais il va falloir aussi nourrir les moteurs restants avec des sources renouvelables. Donc là, typiquement, c'est un premier pas pour aller vers cette solution, surtout un premier pas a priori j'allais dire accessible tout de suite. Et ça, je trouve ça très, très intéressant, notamment parce que ça peut toucher des flottes de véhicules, de grandes entreprises, de services publics, qui, elles, peuvent se permettre de jouer comme ça sur des grands volumes, et que petit à petit, ça va venir dans la filière. Vous, chez Énergie Plus, vous avez régulièrement des reportages comme ça sur des solutions innovantes sur le transport? Oui, alors dans la revue, on traite tous les secteurs, industrie, collectivité, transport, agriculture, tertiaire. Donc voilà, notre idée, c'est de montrer systématiquement les bonnes pratiques. Alors c'est vrai que dans le transport, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de recherches, ça prend du temps, il faut convaincre les constructeurs. Enfin, je pense que messieurs le savent mieux que moi. Donc on a moins facilement des choses à montrer, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne s'en fait pas. Il y a beaucoup de choses dans le domaine. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Alain, encore un mot? Pour conclure, je vais vous lire juste la fin d'un document qui vient de l'IFP, l'Institut français du pétrole, qui dit « Le dual fuel est donc une technologie à fort potentiel permettant de réduire la consommation, les émissions polluantes et celles de CO2 en vue de répondre aux normes européennes Euro 6 et Euro 7. Son développement à grande échelle pourrait également contribuer à rééquilibrer la balance de consommation gazole-essence et à la montée en puissance de la filière gaz. » Je crois que... Eh bien, écoutez, tout est dit. Allez-y, en un mot. Si je peux rajouter justement un mot là-dessus, c'est que, en fait, il ne suffit pas d'avoir les véhicules à équiper, mais il faut aussi un réseau de distribution. Et le réseau de distribution de méthane en France, on va dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, et nous souhaiterions pouvoir participer à la suite du projet en collaborant avec, bien sûr, les producteurs, distributeurs de gaz et toutes les entreprises qui sont concernées, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, en fait. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. Fin de cette grande émission des innovations énergie. On se retrouvera, Alain, à 2h30 tout à l'heure pour parler d'innovation dans le domaine de l'eau. Merci beaucoup, à plus tard.